Un samouraï en quête de vengeance, un méchant qui s'appelle Justice et une ambiance anachronique où se mélangent hip-hop et instruments traditionnels japonais, où s'affrontent cow-boys et samouraïs, le tout avec des téléphones portables, c'est la promesse que nous fait Afro Samurai dès son premier épisode. Et même si comme ça a l'air cliché, l'intrigue est suffisante pour nous donner envie de regarder 5 épisodes. Mais l'animé ne va pas juste se reposer sur son pitch qui donne envie, mais va aussi réussir à développer son univers et aura des plot twists qui vont à coup sûr vous surprendre. Je vous présente un des rares animés dont la VO est en anglais. Dans cette vidéo, je vous parle d'Afro Samurai. Mais pour bien comprendre les adaptations en animé du manga de Fuminori Kisaki, il faut revenir au premier pilote sorti en 2003. Un épisode test dirigé et animé par personne d'autre que le légendaire Takeshi Koike. Ici, on a un style très épuré, quasiment sans peinture, ce qui se prête parfaitement à l'animation en 2D. Le pilote sera une masterclass car ce Koike, ce n'est pas n'importe qui. Le protégé du réalisateur Kawajiri, il travaillera sur des projets au style indéniable, tels que Vampire Hunter D et Ninja Scroll. Un film d'animation qui a eu énormément de succès en Amérique. Retenez-le bien car ce sera important pour plus tard. On reconnaît un style très inspiré des comics américains dont Koike s'inspire et ça colle parfaitement avec le style original du manga qui s'inspirait énormément de la culture nord-américaine. On voit déjà un mélange de genres qui marche très bien et l'épisode pilote aura un certain succès en Amérique. Et il y aura un américain en particulier qui le remarquera, c'est l'acteur très connu Samuel L. Jackson, grand fan de Ninja Scroll. Et donc ça le motivera à participer à l'animé pour faire la voix des deux personnages principaux et il devient même producteur sur le film où il le financera. C'est donc avec ces bases que la production de la série animée commence, avec un marketing orienté vers les États-Unis malgré que ce soit souvent un pari risqué dans lequel beaucoup de studios se casseront les dents à cette époque. Malheureusement, Koike ne travaillera pas sur cette adaptation et c'est Fuminori Kisaki qui reprendra le rôle de réalisateur. Mais on sent largement l'influence du style du pilote sur l'esthétique générale de la série. Kisaki prendra comme directeur artistique Shigemi Ikeda avec qui il avait travaillé juste avant sur Basilisk. On peut dire que les deux sont des vétérans pour représenter un Japon médiéval, tout particulièrement Kisaki qui a été directeur artistique sur les 167 épisodes d'Inuyasha. Ils vont créer ce Japon médiéval ultra stylisé qui colle avec les allures démentielles de la série. Il dira que sa priorité c'était vraiment de donner l'impression que ça se passe au Japon malgré tous les anachronismes. Mais tout ce travail de décor servirait à rien sans le travail de deux coloristes, Takeya Lijima et Yukiko Maruyama. D'ailleurs cette seconde n'a même pas été créditée alors qu'elle a un impact sur le choix des ambiances colorées des décors. Et Takeya Lijima, elle, s'occupera des couleurs des personnages et pour le coup, son travail demandera vraiment de sortir de sa zone de confort. En effet, comme vous avez pu le remarquer, les personnages sont souvent en noir et blanc, avec plein de nuances de gris. Il a fallu adapter les nuances de gris à la couleur principale des décors pour que les personnages ne ressortent pas trop et se mélangent dans cet univers surréaliste. Ça donne un effet qui marche toujours super bien, avec des couleurs vives en arrière-plan et des personnages qui ont l'air d'être en contre-jour. Ce style très monochrome, ça permettra de mettre en avant les éléments bling-bling de l'image, souvent pour faire ressortir les bijoux des personnages qui, en plus d'être en couleur, ont eu droit à un maximum de brillance grâce au travail d'effets spéciaux de Kenji Fujita, le directeur du compositing. Il a su mélanger à merveille les effets spéciaux numériques pour moderniser les jeux de lumière dans un style des animés d'Osamu Dezaki. On verra aussi beaucoup de références au style de Yoshinori Kanada avec ses jeux de lumière animés à la main très flashy et aussi ses déformations de perspective qui donnent ses katanas extrêmement courbés. On a un mélange qui marche super bien avec des FX numériques pour les effets d'atmosphère et des FX plus traditionnels pour les scènes d'action. Et pour parler un peu scénario, l'animé se permet de diverger du manga et nous offre des épisodes qui marchent bien indépendamment les uns des autres, tout en nous offrant un fil rouge qui donne envie de lancer l'épisode suivant. Les promesses du premier épisode et l'intrigue d'aller affronter le numéro 1 mondial, ça marche super bien. Et honnêtement, on aurait pu s'en contenter, mais comme dit dans l'intro, on a droit à des rebondissements et des plot twists de plus en plus fréquents qui donnent une toute nouvelle perspective à l'histoire. Et malheureusement, si le scénario a si bien marché dans la série, comment est-ce qu'on continue une histoire qui était déjà complète, qui était déjà finie? C'est ce qui a rendu le scénario du film beaucoup plus compliqué à créer, et je pense que c'est le gros point faible du film qui viendra après, Afro Samurai Resurrection. Ils ont essayé de relancer l'intrigue, ils ont dû inventer une nouvelle histoire, mais honnêtement, il y a ce côté un peu fait qu'on a vraiment l'impression que c'est plus le même univers. Et même si Kisaki, le mangaka originel, a participé, le résultat est vraiment mitigé. C'est dommage parce que le film propose d'adapter à un niveau supérieur les idées visuelles de la première série. Un Japon encore plus anachronique et inspiré de l'Amérique, des couleurs vives avec des contrastes très forts et surtout c'est le réalisateur qui a fait tout le storyboard lui-même, ça offre une grande maîtrise sur la mise en scène. On a des plans hyper ambitieux avec des personnages exagérés, des mouvements de caméra encore plus impressionnants et on sent que l'univers a atteint un stade démentiel sur le surréalisme. Je pense que fondamentalement le film en vaut la peine, mais les meilleurs moments, c'est clairement quand l'intrigue n'avance pas et qu'ils se permettent de développer l'univers et les personnages dans des moments qu'on pourrait appeler filler. Mais je pense qu'on doit surtout retenir de ce film l'aboutissement d'une époque où l'animation japonaise a su s'ouvrir aux coproductions internationales. Les animateurs ont même dû sous-traiter en Occident les mouvements d'élèves parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de dessiner la façon dont les Américains parlent. En effet, les Japonais parlent de manière beaucoup moins expressive et ont l'habitude de n'utiliser que 3 niveaux d'ouverture de la bouche pour faire parler les personnages, mais ça ne collait pas avec la VO en anglais. Et avec ça, on a parlé de tous les adaptations
adaptations en animé, on pourrait bien sûr mentionner le fait qu'il y a eu des adaptations en jeux vidéo et qu'il y a même eu une nouvelle adaptation en manga après qui reprenait les événements du film et qui surtout améliorait la qualité du dessin et qui reprenait un peu les jeux de couleurs qu'on pouvait retrouver dans les adaptations en animé. Malheureusement, la série n'a pas su continuer après cette sortie en cinéma un peu décevante, mais quand on se dit qu'à la base Afro Samurai c'était un manga indépendant autopublié à la Comiket, c'est beau de voir tout le chemin qui a été parcouru et la rencontre qu'il y a eu entre les Japonais fans de l'Amérique et des Américains fans du Japon. Et je pense que c'est sur cette belle note qu'on peut finir la vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. La prochaine vidéo sort dimanche dans 2 semaines. Et puis la suite vous connaissez, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos.